Salut, bonsoir, bonjour, comment vous allez? Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce programme. Alors bienvenue sur Digital Profile. Je suis Salma Amador, commandante en chef de ce podcast qui vous plonge en immersion à la découverte d'un métier du numérique. Ce programme est propulsé par Economa, la plateforme de digitalisation des entreprises. Je reçois chaque mois un invité pour partager avec vous les méandres de sa profession. Alors rendez-vous sur Digital Profile, le podcast qui vous présente un métier du web. Prononciation, c'est Lotine. Lotine. Voilà, c'est vrai que le francophone et l'anglais, au départ, quand ils voulaient prononcer Lotine, ils mettaient 2 T. Et que naturellement, quand on voit un T, on prononce Lotin. Donc c'est pour ça que je suis pas souvent. Henri Lotine. Donc voilà, donc c'est Henri Lotine de Lotine Corp. Donc en fait, moi je suis directeur de création, mais avant cela, je me définissais comme designer UX UI, donc spécialisé dans le web, notamment l'expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs. Et j'étais un grand passionné de sport à l'époque, avant mon accident de genou. Donc ma convalescence m'a poussé à faire de la musique. J'étais pro pendant 2 ans en tant que musicien professionnel, chef d'orchestre pour 2-3 chanteuses. Après ça, concours de circonstances, je me retrouve graphiste parce que mon aîné Artie n'était plus très dispo et tout, donc parce que bon, c'était la famille, mais à un moment il faut manger, quoi, tu vois. Donc il fallait qu'on avance tous les deux, donc je me retrouve en train de faire de la créa en autodidacte. En autodidacte, voilà. Donc ce n'est qu'en 2013 en fait que je passe une certification internationale en Australie, en design web. Vous êtes diplômé justement de l'école du design graphique d'Australie. Oui. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il n'y a pas d'institut ou d'école professionnelle au Cameroun dans ce domaine qui puisse vous donner cette notoriété? Non. À l'époque, en 2013, non. Il y avait des centres de formation professionnelle qui formaient en infographie. Et le terme design arrive avec moi en fait. C'est moi qui essaie de populariser le terme design, mais malheureusement il était tellement galvaudé, j'essaie de remettre les pendules à l'heure. Bon, je les change de ça. Voilà, donc en réalité, ce n'est que maintenant que des centres de formation un peu comme là-bas, Libre Académie des Beaux-Arts se consacrent au design, notamment les aspects graphiques, artistiques et puis architecturaux. Mais avant ça, il n'y en avait pas, parce que moi en 2014, je lance Lotine Corp Academy, qui forme dans le design graphique et le design web, et plus tard dans la programmation et le design d'intérieur et le marketing digital. Donc, au départ, il n'y avait pas une offre vraiment pour le design, parce que quand je regardais les offres en Europe, notamment en France, il y avait Elisa de Paris sans publicité, mais c'était 7 000 € l'année. Ok, et je regarde à Full Sail Academy, un campus super bien et tout, avec des studios professionnels et tout, mais c'était 45 millions de francs CFA l'année. Oh. Ok, donc je me suis dit, d'accord, je ne suis pas le cadet, je suis l'aîné des enfants. Si à moi tout seul je prends autant, sachant que je sors de l'Intec de Paris, où j'abandonne mes études d'expertise comptable. Pourquoi? Parce que je ne retrouvais plus là-dedans. Et je rentre, je dis, je veux faire le design. Donc, tu vois, et tu imagines la famille. Comment on paye le billet d'avion à la fin? Il rentre et dit qu'il veut faire le dessin. Non, c'est pas possible et tout. Donc, tu es trop têtu. Voilà, donc à ce niveau, tu te dis, ok, maintenant tu veux rentrer faire des études de design. On t'a déjà envoyé pour faire la comptabilité. Tu as dit que tu veux aller faire le design. Qu'est-ce qui nous rassure que tu vas finir? Donc, en Australie, c'était beaucoup plus simple parce que c'était plus simple de commencer les cours ici par correspondance, aller passer l'examen là-bas. Donc, et c'était beaucoup moins cher que ce qu'on nous proposait. Et puis, ça m'a donné l'approche anglo-saxonne du métier. C'est là que je découvre le design UX et tout ce qui concerne la psychologie, les sciences cognitives, les sciences comportementales liées au design. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Donc, c'était vraiment, vraiment une grosse claque. Et puis, ça m'a beaucoup apporté en termes d'ouverture d'esprit, en termes de créativité. Donc, vous dites, en 2013, il n'y avait pas d'école. Non, en design, mais de non. nos jours, il y en a? Non, la Libre Académie des Beaux-Arts. Et puis, l'approche est très artistique pour la plupart. Mais il ne faut quand même pas enlever le mérite à l'Institut des Beaux-Arts de Mbalmayo, qui a produit d'excellents artistes et des gars qui sont devenus aujourd'hui d'excellents designers parce qu'ils ont su se réinventer. Parce que j'ai fait un article il y a quelques années, la différence entre le design et l'art. Et les gens ont compris que le design n'est pas compatible avec l'art. Je dis non, c'est des choses qui se complètent parce que même en design, on se base sur les principes fondamentaux de l'art, comme la composition, l'échelle, les couleurs, les harmonies.
la symétrie, l'équilibre, les choses comme ça pour concevoir, ok. Mais seulement on conçoit pour des buts différents. L'artiste est là pour s'exprimer, présenter son point de vue au monde, alors que généralement le designer est commissionné, il a un mandataire et il s'exprime ou il aide un émetteur à faire passer son message à une audience spécifique. Donc, vous avez laissé la musique, mais si... Non, j'ai pas laissé la musique, je n'en fais plus de façon professionnelle. D'accord, mais si on vous demande de joindre les deux, ça donnerait quoi? La musique et le design? Ça donnerait quoi comme... Ce sera très compliqué parce que les deux sont des maîtresses jalouses. C'est-à-dire, voilà, donc si tu ne te consacres pas pleinement à l'un des domaines, you shrink, tu vois, tu perds en compétences, tu perds en qualité. Donc, musicien, c'est un métier parce que moi, je ne suis pas seulement artiste, je suis musicien. Donc, je joue d'un instrument. Lequel? La guitare et la basse. Donc, c'est minimum 8 heures de pratique par jour si on veut se définir comme un professionnel. D'accord. Donc, tu es musicien professionnel, tu dois être sur ton instrument minimum 8 heures par jour. Comme tu vas au travail, 8 heures par jour. D'accord. C'est la même chose. Et donc, maintenant, il y a l'arrangement, il y a la composition. Mixage. Le mixage, oui. Entre autres pour ceux qui enregistrent, mais il y a le travail théorique parce que beaucoup de gens ramènent la théorie musicale uniquement au solfège, mais je dis non, je suis déjà très mauvais en solfège. Mais en termes de théorie, composition, arrangement, des choses comme ça, oui, c'est l'école en fait. Toi, tu as des bouquins comme ça à 400 pages, te dis ok, harmonisation d'une gamme mineure, pentatonique et tout ça, c'est beaucoup d'écoles. Oui. Donc du coup, la musique, c'est pas pour les paresseux. On s'y perd. Donc, on va aborder le point de Lottin Corp. Ouais. D'accord. Vous faites dans quoi? Vous existez déjà, j'ai vu 2013. Et non, 2008. 2008? Oui. D'accord. Vous faites dans quoi? Et quel est le meilleur, comment je vais dire ça? Quelle est la chose dont vous êtes fier à Lottin Corp? Ok. En réalité, nous sommes une agence de branding. Mais avant de se définir comme une agence de branding, on a dû passer l'étape du studio graphique, qui est un peu comme une sorte de boutique où les agences conseils viennent passer des commandes pour dire ok, on est un peu en sous-effectif là, on a besoin de ceci, on a besoin d'un coup de main, produisez-nous une affiche pour ceci, produisez-nous une campagne digitale, produisez-nous ceci, produisez-nous ça. Donc un peu comme une sorte de boutique pour les agences. Et on a commencé à avoir nos propres dans le corporate, donc un studio graphique et web et multimédia, parce que au fur et à mesure que moi personnellement mes compétences augmentaient, on rajoutait des départements. Justement. Ok, donc ce qui fait que depuis 2016, officiellement, on est une agence de branding parce qu'on n'avait pas encore fait un travail de branding d'envergure internationale. Voilà. Donc on a eu un client qui est basé au Luxembourg et qui a des représentations partout en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique centrale. Donc réussir à synchroniser tout ça, à donner une identité unique, à créer une marque solide. Ok, récemment on a encore vu ça dans un Jeune Afrique, c'était voilà. Donc oui, et là on pouvait dire officiellement, parce qu'en fait c'est pas des choses qui se disent de bouche. Il faut faire, il faut montrer, dire ok, voilà ce qu'on fait comme métier. Parce que pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. C'est plus facile de montrer. D'accord. Voilà, donc depuis 2016, on est une agence de branding qui s'occupe de créer ou bien de maintenir ou de retravailler ou de réinventer les marques. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas simplement à travers le design, mais aussi à travers l'innovation. Parce que cet aspect business de notre métier, les gens ne le connaissent pas. Le design est là pour aider les entreprises à prospérer. Mais pour cela, si tu ne sais pas ce qu'on appelle un business model, si tu ne sais pas ce qu'on appelle une proposition de valeur, si tu ne sais pas que toi, ton métier en tant que designer graphique, c'est d'être en bout de chaîne du marketing. Le rôle du marketing étant de créer de la valeur. Tu ne peux apporter aucune aide à un client. Donc, on a rencontré des clients qui nous entendent parler de propositions de valeur, de business model, d'innovation dans le business model, de hacking, de croissance, des choses comme ça. Ils disent, attends, mais c'est qui ces gens? C'est en fait le travail d'une agence de branding. Donc, et maintenant, quand... Moi, je vais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas de société, d'entreprise, de compagnie qui ait réussi sans branding, par exemple? Sans branding? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de marque. Mais pourquoi on a l'impression qu'on veut vraiment l'imposer, ce truc de branding, c'est branding partout, branding. Pourquoi? En fait, c'est des entreprises qui réussissent à cause de la nécessité des services qu'ils fournissent. Ok. Eneo s'en fout de son image de marque. Pourquoi? Qu'un moteur s'en fout de son image de marque, les clients sont mécontents, ils font quand même ce qu'ils font. Camtel, pareil. Pourtant, ils ont le meilleur produit. Mais en termes, bon, ils commencent à faire des efforts parce qu'ils commencent à comprendre qu'avec la concurrence, il faut se positionner d'une certaine manière. On ne va pas toujours compter sur l'État. Donc, la plupart de ces entreprises qui réussissent vraiment sans marque
sans travail de branding autour. C'est des marques qui ont des produits de nécessité. C'est comme des compagnies de téléphone. OK? On a besoin d'appeler. On a besoin d'être connecté. Alors, on n'a pas le choix. Mais remarque quelque chose. Prenons l'exemple d'Express Union, qui était leader dans le transfert d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé quand le transfert mobile est arrivé? Les gens ont célébré qu'enfin on est débarrassé de ces gens mal élevés qui. Oui. Or, s'ils avaient travaillé leur branding, s'ils avaient veillé à l'expérience client, les gens auraient plutôt combattu le paiement mobile pour garder le champion national. Même si ça aurait été un peu plus cher. Voilà. C'est pour ça que la plupart des marques se basent sur le prix pour être compétitives. Or, Lotincorp, par exemple, on est parmi les plus chers du marché, mais on réussit toujours à avoir suffisamment sur la table. Malgré nos prix, comme on dit, des prix des psychopathes, il y a des gens qui réussissent quand même à venir payer parce qu'ils savent la valeur qu'on peut leur apporter. Donc, c'est ça le branding. D'accord. Je prends un exemple simple. Hier encore, j'étais en réunion avec une jeune dame qui est en train de vouloir lancer son entreprise. On lui dit, OK, commençons d'abord par bâtir ta marque. Déjà, au niveau du nom, ça ne marche pas. Donc, on a fait un atelier hier sur le naming. D'abord. Choisir le nom de l'entreprise, avoir un storytelling derrière, et puis on lui a montré, présenté notre processus. OK. Mais déjà, on a un questionnaire qu'on appelle le questionnaire de disqualification des prospects. OK. D'accord, qui en fait recueillir le besoin du client, avoir l'envergure de son projet et savoir combien il est prêt à mettre dessus. D'accord. Donc, en tout et pour tout, il avait payé 50 000 à un graphiste, parce qu'on les appelle designers, je dis non, c'est des techniciens, donc c'est des graphistes. OK, pour lui faire un logo, parce que j'ai vu dans sa page, il faisait les promotions de logo à 15 000. Moi, je ne sais pas comment on fait ça, mais bon. Ça existe. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et le packaging, le tout à 50 000. D'accord. Mais pendant qu'elle répond à mon questionnaire, tu sais combien elle est prête à mettre au lieu de 50 000? Combien? 1 million de francs CFA. Waouh. Donc multiplié par 20. Oui. C'est ça le branding. Donc, en parcourant encore votre profil, j'ai vu quelque part Lotincorp Academy. Oui. Parlez-nous de cet aspect-là. Il est différent quoi de Lotincorp? En fait, c'est Comment vous pas une réussissez société à part. C'est juste un département. Parce que beaucoup de gens croient que c'est un centre de formation professionnelle. Non. Justement, Académie. Académie, oui. Bon, en fait, c'est ça la force des sous-marques. On a toujours l'impression que c'est une nouvelle entreprise. Pourtant, c'est la même entité qui a des départements qu'on a brandés. Voilà, mais qui existent pratiquement de leur propre chef, en fait. Donc, il s'avère qu'on a envie de recruter. On fait passer des entretiens, quelqu'un dit « Oh, j'ai fréquenté là-bas les grands noms d'établissements de formation professionnelle et tout. » Mais nous, on dit « Papa, ici, nous, on ne gère pas le diplôme. Assieds-toi sur la machine, voilà le brief, tu as 1 heure, produis-nous quelque chose. » Voilà. La cata. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a besoin de formation de qualité. Et c'est donc là... C'est pas là vraiment qu'il y a le déclic, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, un soir, en rentrant, je vois une affiche, je ne sais plus quelle campagne c'est, je rentre tellement en colère, je dis, mais si, je peux dire c'est de la pure merde ici. Bon. Et ma mère m'entend et me dit, ok, n'est-ce pas, tu sais beaucoup. Toi qui sais, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Pour que la situation s'améliore, pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire. Bonne question. OK. Et là, ça m'a cloué le bec. J'ai dit, OK, c'est vrai en plus que je ne propose rien. Je critique seulement. Tu vois, donc depuis ce jour-là, j'ai arrêté de critiquer, je deviens une force de proposition. Je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je vois ce que moi je peux faire à mon niveau. Pour que ça marche. Pour que ça marche. Et si ça peut susciter de l'émulation, c'est tant mieux, parce que c'est l'objectif, que je ne sois pas seul à faire, seul à proposer. Et c'est donc de ce jour-là, j'ai commencé à enseigner dans mon ancien établissement. On a ouvert la filière infographie. C'était à Isgaïzico, donc juste en face de l'église qui est à côté de Alfred Sacker. Ok, j'ai été chef de département là-bas pendant 1 an, ensuite 2 ans chef de département au centre de formation professionnelle de La Salle. Mais ma philosophie d'enseignement et puis les objectifs que je souhaite atteindre ne sont pas toujours alignés avec les différents promoteur de ces établissements-là. Donc, il s'avère que je suis parti en claquant la porte au CFPC de La Salle.
sur une incompréhension, j'ai quitté la Libre Académie des Beaux-Arts et là, je suis en train de quitter Digital College du Collège de Paris ici à Douala. Donc, en fait, j'ai une façon de voir l'enseignement qui n'est pas commune parce que je trouve que j'ai été un sacrifié parce que j'ai été très mal orienté. J'ai passé 3 ans à faire un bac D alors que j'aurais pu faire un bac A m'en sortir parce que de tout le collège à Fred Sacker, j'étais le meilleur en français. On avait des concours avec le Centre culturel français, j'étais toujours premier. Ok, j'ai été premier prix littéraire, je crois, à 17 ans. Mais je tendais. Je quitte la D et je vais en FCGA, 1 an. Je passais plus de temps au club musique qu'en amphi. Ok. Tu vois. Et quand j'étais dans un amphi, c'était à Boyapa, à Douala. Pourtant, je t'inscris à Douala. Donc là, j'ai compris que c'est pas mon truc. Quoi. Ok. Je vais donc faire un BTS dans un centre de formation professionnelle, dont celui dont je parlais, ISGA Isico. Et là, je trouve un super prof parce que je connaissais rien à la compta. Quand je sors de la D, en 2 ans, il m'enseigne la compta, je passe mon BTS. Wow. Tu vois l'affaire. Et là, je dis, ah non, mais c'est passionnant ce truc, j'ai envie de continuer. Et puis, il y a l'opportunité du collège de Paris, de l'Intec de Paris. Je me dis, ok, continuons. Mais arrivé là-bas, je me retrouve pas. Et je vois donc un chapitre en contrôle de gestion qui s'appelle le marketing. Je dis, ah, mais ça, c'est intéressant par contre. Donc, tu vois un gars qui quitte Bac D, il va faire un comptable, tu vois. Et finalement, je me retrouve designer. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'orientation. Okay. Et maintenant, je fais le Bac D parce que la façon d'enseigner n'est pas compatible avec ma façon d'apprendre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'apprenants. D'accord, mais on n'en tient pas très compte dans les salles de classe. Justement. Ok, et c'est pour cela que je dis qu'un enfant n'est pas bête. C'est le système éducatif qui n'est pas adapté à sa façon d'apprendre. Justement. Et quand je me retrouve dans une classe de master 1 avec 60 personnes, je dis c'est pas possible. Donnez-nous le temps quand même de pouvoir nous occuper des enfants, maximum 30. Et même là, c'est beaucoup, c'est 15 personnes si vous voulez qu'on forme vraiment les gens à un métier. Parce que là, on n'est pas en train d'enseigner les sciences naturelles. C'est le merchandising. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui me font dire, ok, vous n'êtes pas là pour aider les enfants, ça ne m'intéresse pas, n'associez pas à ça. Et donc, la différence avec académie chez toi, c'est qu'on prend 3 personnes par session. D'accord. Et par formation. D'accord. Et on n'est pas en termes de formation. On a l'approche de l'apprentissage, c'est-à-dire le maître et l'apprenti, un peu comme dans les films chinois. Oui. Voilà. Et demain ou après-demain... Jackie Chan. Voilà, on va dire, tu as insulté mon maître, je suis venu pour le venger. Venger. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et je crois que ça porte ses fruits aujourd'hui de voir des travaux de qualité qui sortent de nos anciens apprenants. La dernière campagne présidentielle, par exemple, si vous voyez vous vous rappelez des affiches de Joe Shoshi, c'est un ancien de l'académie. Ok. Voilà. On va en revenir. Donc, en vous présentant, on a dit directeur de création. Oui. C'est quoi un directeur de création? Comment le devient-on? Ok, directeur de création, c'est le poste le plus élevé dans les métiers de la création. Quelles sont les étapes, les échelles qu'on gravit? Donc, généralement, en agence de publicité, c'est plus facile d'expliquer ça partant de la publicité. Donc, en agence de publicité, on commence exé, c'est-à-dire la personne à qui, tu vois, je te fais un petit schéma comme ça et je te dis, ok, tu vas mettre la photo de Brenda ici, tu vas mettre sa bio là et tout, et puis tu exécutes. D'accord? Mais celui qui me demande de faire ça en exé, c'est un directeur artistique. Okay. Donc, qui est au stade supérieur, donc qui n'a pas forcément besoin d'être toujours sur la machine, mais il a la responsabilité de corriger le travail des exés. Donc, après avoir fait des recommandations, il peut récupérer le travail, le reconfigurer et puis apporter une direction artistique et qui cadre avec les objectifs de la campagne, par exemple. Maintenant, l'esprit global de la campagne, voilà. Donc, après lui, on a le directeur de création qui coiffe tous les départements de création, non pas seulement les graphistes, mais aussi les concepteurs et rédacteurs. Parce que c'est le directeur de création qui coiffe le binôme concepteur, rédacteur, directeur artistique. Okay. Et les deux peuvent donc travailler, proposer des pistes et puis donner un exé quand il y a beaucoup de travail ou bien le directeur artistique lui-même produit le visuel. Donc, si je peux aller dans le monde du cinéma, je peux dire que le directeur de création est un peu comme le réalisateur pour un film. D'accord. Donc, sauf que lui, il doit avoir la capacité de penser à 360 degrés, donc de façon intégrée. Donc, quand il pense une campagne, il doit la penser pour le print, donc en outdoor, pour les magazines. Il doit la penser pour le digital, tous les formats possibles. Donc, que ce soit web, que ce soit montre connectée, que ce soit, tu vois. Et aussi vidéo.
quand on va faire un spot et tout, et radio aussi. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre tous ces mondes et de coordonner tout ça pour avoir un résultat cohérent à la fin. Ok. Donc être capable de coordonner des équipes, de pouvoir mettre en place des outils de mesure et de pouvoir faire un compte rendu de performance de la campagne. Voilà ce que c'est qu'un directeur de création. D'accord. À part directeur de création, vous avez une autre casquette qui est le web designer. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Quel est le rôle du web designer? Ok, donc j'ai posté un petit mème hier ou avant-hier. Oui, quand on dit, c'était une scène de Captain America, ok, le gars dit je suis web designer. Et là on lui demande, ok, c'est quel logiciel tu utilises? Le gars dit Elementor. Les gars sont tombés dessus à voir coursi, quoi, tu vois, c'est quoi ça? Malheureusement, beaucoup de personnes croient que le web design se limite à se lever, aller sur une plateforme gratuite et créer un site. C'est tellement loin de la vérité. La vérité est? Que d'abord, le design, c'est quoi? That is the question. Parce que beaucoup de gens se définissent comme designers, mais ils sont incapables de définir ce que c'est que le design. La question colle. Voilà. Sur ton profil. Justement, donc le design, c'est simplement à la fois un outil et un processus de résolution de problèmes. C'est pour cela qu'il couvre plusieurs champs qui peuvent être le marketing, le business. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de design de proposition de valeur, au design de business model, au design thinking, qui est la méthode que le design a trouvée pour résoudre des problèmes variés. Donc, ce qui fait que le design commence avec le client. On réussit d'abord à définir le problème du client, savoir à qui est-ce qu'il s'adresse. Ok. Donc, on définit des personas. Donc, c'est un gros travail de recherche à la base. Donc, c'est de la documentation. Ensuite, c'est du travail de papier, de crayon. Ok. Si je mets cette image, elle s'adresse à quel segment de clientèle de mon client? Est-ce que ça va leur parler? Parce que j'ai défini 3 segments de clientèle, ou bien 3 personas utilisateurs, ou bien 3 personas de l'acheteur. Cible. Ok. Non, je dis segment. Le ciblage, c'est autre chose. Donc, bon, par abus, on dit cible, oui, mais bon. Segment. Parlons de segment de clientèle. Ok. Comment est-ce que je fais pour que dans la page d'accueil, les 3 segments de clientèle trouvent leur compte? Voilà les problèmes auxquels le designer répond. Ok. Quelle est l'offre principale du client? Est-ce que, arrivé sur le site, les gens savent exactement ce que mon client fait? Est-ce que, quand ils regardent, est-ce qu'il y a un processus où il leur montre comment est-ce qu'il résout leurs problèmes? D'accord. Tu vois, voilà les vraies questions qu'un web designer se pose. D'accord. Donc, j'ai écrit un article intitulé « La vraie valeur du bon design ». Il faut le chercher sur mon site. Donc, ce n'est pas simplement faire joli. C'est qu'à la fin, le travail que tu as produit rapporte des jetons à ton client. D'accord. Parce qu'un designer réussit quand il réussit à augmenter le chiffre d'affaires ou le revenu du client pour lequel il a été conçu. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un design réussi, pas un design qui est beau, bling bling et tout. Et puis quoi? Donc, quelle est la différence entre un graphiste et un web designer? Ok, la plupart des web designers ont des compétences de graphiste. Quand on dit graphiste, c'est designer graphique. Ok, c'est pour ça que j'aime bien faire la différence avec les infographes. Et je dis bien infographe, pas infographiste. Les infographes, c'est les gars qui font les programmes de deuil. Ils sont nombreux comme ça, faire des affiches de snacks et tout. Et ils pensent qu'ils sont designers ou graphistes. Voilà, donc. Les infographistes, ce sont? Non, eux, ils commencent à se rapprocher des fondamentaux pour apprendre le métier et savoir un peu les règles de composition, l'échelle, l'équilibre, comment travailler avec les proportions. Ok, là, ils sont dans les fondamentaux, ça devient intéressant. Donc, mais un bon web designer a des compétences en graphisme. D'accord. Ok, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, l'étape de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'expérience utilisateur. Ok, donc on apprend à connaître l'utilisateur en faisant des recherches sur l'utilisateur, on travaille avec l'utilisateur. Voilà, la psychologie, voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle cognitive load. Ok, donc la charge cognitive. Parce qu'il y a Steve Krug, voilà, qui a écrit un livre vraiment qui est un fondamental sur l'utilisabilité, qui est en fait l'un des 2 piliers sur lesquels repose le web. C'est l'utilisabilité et l'accessibilité. Parce qu'on part du fait
du postulat que le web est un espace public dont même les personnes en disabilities, dont les handicapés, doivent y avoir accès. Donc c'est pour ça qu'on parle d'accessibilité. D'accord. Pour les personnes avec des compétences ou des capacités réduites. Ok, donc l'utilisabilité. Et le titre, c'était quoi de ce livre de Steve Krug? C'est « J'ai pas envie de réfléchir ». Don't make me think. Les clients n'ont pas envie de réfléchir, les utilisateurs ne veulent pas réfléchir. Parce qu'il y a 1550 solutions à un clic de. Donc s'ils arrivent sur ton site, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dessus. Ils vont se barrer ailleurs. Oui. Ok. Sinon, c'est le bouton retour. Hein. Il revient sur la page de recherche Google, c'est fini. Il t'oublie, il passe à autre chose. Donc c'est pour cela que il y a un, je ne sais plus trop quel auteur, il dit que les utilisateurs supporteront plus facilement le laid que l'inutilisable. Même si c'est laid et qu'il peut trouver ce qu'il cherche là-dessus, il va rester là. C'est pour ça que vous allez voir les sites de Japap. C'est pas souvent très bien fait. Mais parce qu'il y a le Congo, ça que le gars veut, il est dessus. Et c'est donc ça le design web. Donner à l'utilisateur ce qu'il veut de la façon la plus simple possible pour lui. Donc faciliter la consommation de l'information. D'accord. Donc, un bon graphiste saura que si je mets une couleur comme ça, si je mets ceci, donc c'est ce qu'on appelle la partie design visuel. Parce que j'ai écrit un livre, Les étapes de création d'un site web, où j'explique tout ça. Donc, cette partie recherche et cette partie... Vous avez beaucoup de livres. De design visuel, oui, j'en ai pas mal. Comment être un freelance, comment, oui. Oui, le guide pratique du freelance, on va y arriver si, avec ta permission, quand tu vas ouvrir la fenêtre. Voilà. D'accord. Donc, dans votre description, vous précisez UX, UI, designer. Ça renvoie à quoi? UX, expérience utilisateur, et IU, interface utilisateur. Donc, pour bien expliquer, je ne sais pas dans quelle vidéo j'ai suivi ça récemment, mais c'est très bien expliqué. Pour bien comprendre l'UX, il faut comprendre l'IU. Donc, l'interface utilisateur. Donc, l'interface utilisateur, c'est toute représentation graphique, physique ou immatérielle qui permet à un utilisateur d'interagir avec un objet. OK. Donc, notre interface est à la fois physique et graphique pour un téléphone. Donc, pour interagir dessus, je dois appuyer des boutons sur une surface physique. Tactile, oui. OK. Donc, c'est ça l'interaction. Et c'est l'interface utilisateur qui me permet de savoir que là, je suis en train d'ouvrir telle application. Et la réaction, c'est l'interaction qui se produit, qui montre, OK, j'ai touché, non, je n'ai pas touché, j'ai fait une erreur, je n'ai pas fait une erreur. Et c'est l'expérience maintenant que j'ai. Expérience positive, je suis content. Expérience négative, je suis frustré. Vraiment, ça plante. Ne sert à rien. C'est lent. Comme ça tout à l'heure, on voyait, on ne voit pas. Oh, c'est ça l'expérience. Oui. Voilà. Donc, quand tu conçois bien l'interface utilisateur, elle devient invisible. D'accord. Les gens se focalisent plus que, oh, c'est beau, non. Quand quelqu'un réussit à faire ce qu'il veut avec une application ou un objet, il dit que c'est un très bon objet, c'est une très bonne application. Et tu vas lui demander que le bouton pour ton profil est à quel niveau, il ne va pas te dire. C'est un peu quand on aime une femme. On ne voit que ses qualités. Voilà, tout à fait, tu vois. Donc, tu vas lui demander, OK, tu sors de telle interface, tu vas utiliser les gens qui utilisent Facebook toute la journée. Tu lui demandes lui où est le bouton pour entrer sur le profil, il ne va pas te dire. Tu lui dis, fais ça sur le papier, tu montres où sont les... Il ne va pas te dire. Mais de façon interactive. Or, s'il a eu du mal à trouver une fonctionnalité, et tu lui dis la fonctionnalité, il va te dire parce que ça l'a fait réfléchir. C'était désagréable pour lui parce qu'on se rappelle plus facilement des mauvais souvenirs que des bons. OK. Moi, je prends l'exemple souvent dans la vie de couple. La veille, j'étais en train de pleurer. Ouais, petit massage, petit ceci. Le matin, madame fait un petit truc comme ça, dit que d'abord, monsieur, j'ai fait quoi pour moi? Oui, d'accord. Tu vois, on se rappelle plus facilement ce qui est négatif que ce qui est positif. Oui, c'est vrai. Mais après, tu reviens dans te dire que non, quand même, hier, là, elle m'a sorti d'une situation. Ouais, excuse. Voilà, mais c'est comme ça aussi avec les interfaces. Et les souvenirs sont souvent très déformés. Du coup, on doit rendre l'expérience positive pour l'utilisateur, pour qu'il garde une bonne image de nous. Voilà. D'accord. Vous avez publié le guide pratique du freelance. Oui. Peut-on être web designer freelance? Oui. Freelance, c'est juste un état d'esprit. C'est un métier peu connu au Cameroun. Bon, c'est pas tellement un métier, c'est une façon de faire. C'est être travailleur indépendant. Ça, c'est le statut de travailleur indépendant en Europe. Parce qu'il y a certains pays qui ont une législation sur le travail
indépendant. Mais c'est un peu ce que nous appelons aussi comme profession libérale. Ok, un médecin qui ouvre son cabinet. Ou pigiste en journalisme. En journaliste, voilà, tout à fait. Un avocat qui ouvre son cabinet, un médecin et tout ça. Donc les professions libérales, en fait, sont la base du freelancing. Ok. Mais l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est qu'ils pensent que être freelance, c'est tuer son patron. C'est le patron qui pense ça. Hein. Bon, en fait, c'est que je me lance en freelance, c'est parce que je ne veux pas de patron. Justement. Ok. Et une enquête de Endco, je crois de 2018, a révélé que la plupart des gens qui passent en freelance ne le font pas parce qu'ils veulent plus d'argent. Ils veulent plus de liberté. Ils veulent se retrouver. Voilà. Malheureusement, ils sont saisis de ce que Michael E. Gerber appelle dans The Image It le entrepreneur seizure. Ils sont piqués par la mouche de l'entrepreneuriat. Ils se disent, je suis un très bon technicien. D'abord, mon patron me maltraite alors que c'est moi qui fais tout son argent. Allez, je vais me lancer alors ma que propre si société. je suis ça, je gagnerai plus. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais il oublie que ce n'est pas seulement d'un technicien que tu as besoin quand tu lances ton business. Justement. Tu as besoin d'un entrepreneur, tu as besoin d'un manager et tu as besoin d'un technicien. Et si ces trois personnalités ne sont pas équilibrées, ton business ne sera pas une réussite. C'est pour ça que j'ai donc écrit le guide pratique du freelance pour dire aux gens, ok, vous vous plaignez que vous voyez une fausse affiche que j'ai faite, on m'a donné un bas pour ça. Et ça vous chope. Je vous dis pourquoi ça vous chope. Parce que vous dites que vous êtes freelance, mais vous êtes tous les jours dans le bureau du patron, à utiliser la machine du patron, l'électricité du patron, l'internet du patron, et parfois même à détourner les clients du patron. Donc même le coût d'acquisition client, vous ne savez pas ce que c'est. Or, vous ne savez pas le coût que moi je supporte pour rester ouvert. L'avantage que j'ai, c'est que bon, je suis quand même un douala dont les parents n'ont pas vendu les terrains. Donc, j'ai un terrain en centre-ville où j'ai mis les bureaux, donc j'ai pu éliminer ce qu'on appelle les charges locatives. Parce qu'après avoir fait le business plan, j'ai compris que charges locatives, c'est en moyenne 6 millions par an. Je ne peux pas me permettre, pour un business qui a des soucis de cash flow régulier, ce n'est pas une bonne opération. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté dans la petite chambre qui est dans la concession là. On a économisé, on a dit, ok, si sur 3 ans, on dépense environ 15 millions en loyer, pourquoi ne pas investir ces 15 millions dans la construction d'un bureau? Ok. Mais maintenant, le fait d'avoir construit ne signifie pas que tu n'as pas les charges de maintenance. Tu vois? Ça ne signifie pas que tu n'as pas des charges d'électricité. Ça ne signifie pas que tu n'as pas des charges pour l'eau. Ça ne signifie pas que tu n'as pas une masse salariale. Ça ne signifie pas que tu n'as pas les impôts et que tu n'as pas des contraintes sociales. Ce qui fait que moi, j'ai besoin environ, je dis n'importe quoi, de 500 000 par mois minimum pour rester ouvert. Je vais facturer le travail à 15 000. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ok, donc c'est pour cela que j'ai écrit ce bouquin, pour dire aux gars, il y a l'aspect business du design que vous devez connaître. Il y a l'aspect business de l'entreprise en freelance que vous avez lancée. Donc, ne vous comportez pas comme des freelances parce que vous n'en êtes pas. Un freelance, c'est un mercenaire. Ok. Crocodile. Voilà, il vient là où il y a le gombo, il pointe son argent et part. Mais ayez la mentalité du propriétaire de petite entreprise qui comprend qu'il est un patron, qu'il a des responsabilités envers lui, envers sa famille, envers l'État, envers ses collaborateurs. Ok, apprenez à structurer votre business. Parce qu'être freelance, c'est bien. Mais considérez que vous êtes une entreprise. Ça vous crédibilise plus. Et puis, le client vous prend plus au sérieux. Donc, je suis en train de boire 2 boosts avec toi, au truc, tu me donnes de 15 000 comme une pute. Putain, tu ne me respectes pas. D'accord. Tu vois un peu l'affaire? Oui. C'est pour cela que le sous-titre, c'est pour ne plus jamais se faire un par les clients. Ok? Parce qu'en fait, le gros problème aussi qu'on rencontre quand on est indépendant, quand on est freelance, c'est que on ne se fait pas toujours payer. On allait parler d'inconvénients, justement. Voilà, on ne se fait pas toujours payer pour le travail qu'on fait parce que le client sait que d'abord, on est dans l'illégalité. Oui. Il ne paye pas, on va lui faire quoi? On va l'amener où? Tu vois? Or, quand tu as ton business légal et que tu as un conseil juridique, c'est beaucoup plus difficile qu'on te fasse ça. Donc, non seulement je donne cette possibilité-là, mais aussi je dis, OK, on peut aussi éviter que ça arrive en fractionnant les paiements, en analyse des talents, au fur et à mesure que le projet est en train d'être livré. Ce qui fait que même si tu as un recouvrement, enfin, moi mes recouvrements
recouvrements, par exemple, actuellement, c'est des recouvrements de 50% de ce que les clients me doivent. Alors, je ne vais jamais faire un recouvrement de 100%. Parce que j'exige d'avoir 50% à l'avance. De garantie. OK, et c'est ça qui fait que je sais que j'ai un projet, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gars, que prenez au moins une avance. Et maintenant, quand le projet a avancé de 75%, je demande un 25% supplémentaire. OK, une fois que le client a validé, non, je prends encore 15%. Et maintenant, pour que je donne les fichiers définitifs, 10%. Ce qui fait qu'à la fin, même si je ne me paye pas les 10%, j'aurais récupéré 90% de ce que je vais facturer, sachant que ma marge est plus de 10%. Je peux aller avec le reste. D'accord. Tu vois un peu l'affaire. Voilà. Donc mais le contexte camerounais est particulier. Très particulier. On peut vous recruter en tant que web designer et vous faites autre chose. Donc, je vais vous demander quelles sont les autres compétences qu'on peut développer dans ce métier de web designer. Déjà, comment on devient un web designer au Cameroun? Il y a deux chemins, la plupart du temps. Un gars qui est très bon codeur, voit que tous les jours, on l'appelle seulement pour développer des petits modules et on lui donne 50 000. On a pourtant facturé le site à 600 000. Qui a même quoi sur le site là qu'il ne peut pas faire? Il devient web designer. Tu vois? Mais de nom. Pareil, un graphiste, pardon. Et là, il fait ses affiches et tout. Il voit que mince, le gombo des affiches ne marche plus. Tout le monde veut faire Facebook, tout le monde veut avoir le site. Mais quand tu vois le site là, c'est un peu comme l'affiche, non? Il y a quoi de Dieu dedans? Il devient web designer. D'accord. Tu vois? Donc, ce qui fait que la plupart des gens ont d'abord une compétence de base avant de se lancer dans le design web. Mais en réalité, c'est des modificateurs de templates. Et parfois, ils le font très mal. OK? Parce que quelqu'un m'a dit que non, à la fin, c'est le résultat qui compte. Si c'est bien, est-ce que le client va se rendre compte? Je dis que non, c'est pas tellement le résultat qui compte. Ça veut dire que tu ne connais même pas les standards du W3C. Et je suis sûr que tu vas me demander que W3C, c'est quoi? C'est en fait l'office dans le World Wide Web Consortium qui s'occupe de mettre en place les standards du web, et il a été lancé par M. Jeffrey Zeldman, OK, pour avoir une façon standard de faire les choses sur le web. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir les plateformes comme Swift, Android et tout, pour développer des applications web. On peut avoir des langages, des frameworks. Mais c'est grâce aux standards du web qui font que, même si ce n'est pas moi qui ai développé le site, si je viens dessus, je sais que si j'ai besoin de telle information, je vais à tel endroit. Si je veux faire telle modification, je vais à tel endroit. Si je veux faire ceci. Donc, vous utilisez un constructeur de site qui met les styles partout. Vous avez donc, au fur et à mesure, vous avez fait le site pour le client, on fait 32 pages. Le client maintenant dit que non, ma nouvelle couleur, ce n'est plus le bleu, hein, c'est le vert. OK. Parce que tu as mis le vert, le bleu sur 30 pages à la main. Tu vas repartir sur ces 30 pages-là, changer pour mettre le bleu. Le vert. Le vert, pardon. Pour mettre le vert. OK. Mais ça, c'est parce que tu es un bricolo. Si tu sais ce que tu as fait, si tu dis que ce n'est plus le bleu, que maintenant c'est le vert, tu entres dans tes CSS, tu modifies une ligne, tchac, 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 tchac. Ça impacte sur toutes les 30 pages. Et tu dis que quelqu'un a quand même travaillé sur 30 pages. Hein. Tu as vu que c'est beaucoup de travail. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître le métier. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas la peine d'apprendre le métier, prennent 2-3 tutos, et ils pensent qu'ils sont pros. Et ils commencent à se comparer aux gens qui ont vraiment appris le métier. Moi, je vais dire, OK, en dehors d'être pro, je suis d'abord diplômé. Parce que le travail que je faisais déjà en 2012 était assez révolutionnaire pour l'environnement camerounais. Mais j'ai compris que j'avais atteint mon plafond de verre. OK, il fallait que j'aille un peu plus loin parce que ce que je voyais les gars faire, parce que j'étais très influencé par les designers de Bristol en Angleterre, donc dont Elliot J. Stokes, qui m'a beaucoup apporté aussi parce qu'il acceptait qu'on échange, il me donnait des conseils, il me donnait des pistes. Et c'est là que j'ai compris que j'avais des limites. J'arrive donc, premier module, mon tuteur, parce que j'ai pas bien fait attention à qui c'était, me fait des remarques. Et je suis frustré que, mais comment je suis quand même un grand web designer, j'ai quand même fait les choses au pays, les gars ont applaudi. Hein, comment elle peut me dire ça? Me rabaisse. Voilà, tu vois. C'est après que je me rends compte qu'en fait, elle est responsable du design chez Estée Lauder Monde. Ah, célèbre marque femme. Voilà, donc c'était ça mon tuteur. La dame là était mon tuteur. C'est elle qui me supervisait en design. OK. OK. Et c'est là que j'ai appris mes limites et j'ai encore pris l'humilité. On est descendu. Voilà, non, je suis redescendu très très vite de mon arbre. J'ai dit non, vraiment, excusez, vraiment, parce que non, vous savez qu'on est jeune et tout. Voilà, tu vois, les conneries habituelles là. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai appris les fondamentaux. Parce que de temps en temps, je partage encore ce site qui est en ligne, qui est je crois la version 4 hein, de notre site web, lotincorp.biz. OK, je dis aux gens, non, allez voir ce que je faisais déjà en 2012. Ça, c'était avant de faire l'école.
Et après avoir fait l'école, Amélioration. il y a un écart monstrueux entre ce que je faisais avant et ce que je fais depuis. D'accord? Et j'ai dit aux gens, prenez la peine d'apprendre le métier. C'est un métier. Ce n'est pas un perd-temps. Vous n'avez pas fait les sacrifices nécessaires. Vous ne savez pas ce que ça demande pour produire un travail de qualité. Mais vous voulez qu'on s'aligne sur les mêmes prix? Non. C'est la sorcellerie. Bon, parlons de prix. Oui. Combien est payé un web designer? Minimum. Minimum. Et maximum. Minimum dans une agence, si le patron ingénieur peut donner 300 000. Chez d'autres où il travaille beaucoup et généralement il ne sera pas seul à faire un seul site et que c'est en équipe, on peut donner 600 000. Ça dépend de la hauteur des projets. Le gros cachet, c'est combien? Bon, moi je ne sais pas trop parce que je ne recrute pas les web designers. Je travaille avec des agences. Donc ce qui fait que quand j'ai formé quelqu'un, je l'encourage à monter sa boîte. Et je lui file des marchés. Donc récemment, il y en a un qui a eu le marché pour Dangote Cement Cameroun. Il a pointé ses 600 000 au calme. Ok. Donc, tu peux me donner 3 avantages et 3 inconvénients du métier de web designer? 3 avantages, c'est que, déjà, on a accès à des entrepreneurs ambitieux pour la plupart du temps et on apprend ce qu'ils font comme métier. Okay, ça nous donne certaines cultures générales. L'autre, c'est qu'on est toujours appelé à être challengé. D'accord. Et le troisième, c'est qu'on est très bien payé quand on sait ce qu'on fait. D'accord. Okay. Inconvénient? Parce que nous, on a souvent facturé des sites à 7 millions par là, 9 millions. Mais récemment, il y a une agence au Maroc qui a été payée 45 millions de francs CFA un site. J'ai dit, OK, donc ça veut dire qu'on a de la marge de progression au niveau des prix. Les inconvénients, c'est que les templates nous rendent paresseux. Donc, quand on veut travailler trop vite, on se contente de prendre un template, le modifier et de dire au client, voilà, ton travail est fait. OK. Et il y a aussi la convergence. Donc, le deuxième inconvénient, c'est que plus quelque chose existe dans l'espace, plus il a tendance à se standardiser. OK. Et quand tu regardes un site web aujourd'hui, tu as 2 possibilités. Soit tu vois une image pleine page, OK, avec un diaporama et puis une écriture à l'intérieur, ou simplement tu vois une image à côté avec un bloc d'écriture et un bouton là. Oui. La plupart des sites, quand tu les ouvres, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la convergence en design. C'est pas mauvais. Aujourd'hui, tu vois presque tous les SUV, toutes les berlines se ressemblent. OK, c'est la convergence qui fait ça. Parce que toutes les bicyclettes au monde, tu vas pas faire la différence entre une marque et une autre. C'est un guidon, 2 roues et une selle, quoi, tu vois. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le monde du web design. On a du mal à être un peu plus créatif. Et de 2, la prolifération des plateformes gratuites qui font croire à tout le monde qu'il est web designer. Voilà, donc du coup, tu as du mal à justifier pourquoi tu factures cher alors que quelqu'un d'autre a dit que c'est gratuit. D'accord. La plupart des clients ne comprennent pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous soyez cher. Est-ce que pour être un bon designer, web designer, il faut être cher? Non. C'est un peu l'arnaque du diamant. OK. Le diamant, c'est la chose la moins rare du monde. Il y en a tellement. Okay. Mais on a fait un marketing autour pour dire, oh non, c'est précieux et tout, et on le vend à prix d'or, tu vois. Pourtant, il ne vaut pas autant que l'or, le diamant. OK. Donc, en fait, je pense qu'il faut simplement réussir à expliquer au client la valeur qu'on lui apporte. Pourquoi il doit nous donner ça? Parce qu'en échange, on lui apporte quelque chose. Donc, c'est un échange de valeur, en fait. Je lui apporte de la valeur pour son business, il apporte de la valeur à mon business en me donnant de l'argent. Mais moi, je l'aide à faire plus d'argent. Et je lui démontre. C'est pour cela que généralement, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Lotin Corp, c'est qu'on demande à un client, est-ce que vous avez des outils de mesure installés déjà sur votre site actuel? Ou s'il n'a pas encore lancé, on dit que, OK, on va partir sur le premier trimestre. OK, on va mesurer l'activité, on va mettre des entonnoirs et vérifier les conversions à tous les niveaux et vous verrez l'impact sur votre chiffre d'affaires. Donc, on prend les talons sur le premier trimestre, on mesure tout et maintenant, on apporte des améliorations progressives. Donc, parce que, voilà, nous, on est certifié, une agence certifiée en Growth Driven Design. C'est quoi? L'approche de croissance du design. D'accord. OK, c'est qu'on ne se contente pas simplement de vous fournir un élément. OK, mais on fait en sorte que cet élément soit un asset, donc un actif qui génère des revenus pour votre business. Donc, généralement, quand on facture, on essaie de faire l'accompagnement annuel parce que là, on peut suivre et vous accompagner dans la croissance et rentabiliser votre site web. D'accord. OK, donc, et on fait ces mesures-là. Et à la fin du 6e mois, il voit qu'il y a une évolution dans son business et même dans la perception que les clients ont de lui et de son entreprise. Parce que je me rappelle à l'époque, on travaillait pour un hôtel
4 étoiles et tout. Et les gars disent que non, depuis que vous travaillez avec nous, même les clients nous respectent déjà. C'est ça la force du design. Et c'est ça ta fierté. Voilà. C'est la valeur que l'on apporte aux clients. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le web design? Qu'il aille d'abord à l'école. Donc, il faut avoir minimum le bac. Parce que, pour dire vrai, le design nécessite un certain confort intellectuel. S'il faut aller au fond des choses, il faut vraiment comprendre. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a voulu laisser tomber ses études pour venir faire une formation chez moi. Il est même venu avec ses parents. J'ai dit à ses parents que, bon, si j'étais un gambiste, j'aurais pris votre argent. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à payer l'école à l'enfant pour qu'il ait le bac? Ils m'ont dit oui. J'ai dit que mon petit rentre à l'école. D'accord. Si tu as ton bac, il va te former à moitié prix. Ok. C'est ce qui se passe avec ce petit. Il a son bac, son oncle l'appelle en Tunisie pour apprendre à faire la 3D aujourd'hui. Il est en train de monter un jeu vidéo. Wow. Un deuxième qui est héros. Voilà. Donc, du coup, ce que je dis aux gens, c'est faites d'abord l'école et un minimum. Parce qu'un bon designer, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'instruit. Parce que tu comme vas tout venir, métier d'ailleurs. Voilà, devant un client avec lequel je l'ai dit que, et tu veux 1 million. Soyons sérieux. Donc, comment on reconnaît un bon web designer? Le portfolio. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait avant? Ok. C'est beau, ok, mais qu'est-ce que ça rapporte à ton client? Ça l'a aidé? C'est pour ça que généralement, quand on prend un projet, on met en place une étude de cas. Le challenge, c'était quoi? D'accord. Est-ce que grâce à notre travail, le client a eu ce qu'il voulait? C'est là qu'on reconnaît un bon web designer. Pas simplement aux interfaces. Tout le monde peut avoir une belle interface en achetant un template. C'est maximum $60 le plus cher. Ok. Quels sont les faux pas à ne pas faire? Quels sont les faux pas? Être malhonnête. D'accord. Ne pas dire à un client que voilà ma limite. Je ne peux pas faire plus que ça. Tu vois? En gros, c'est ça. Hein. Et puis, éviter de piquer ses clients aux confrères. D'accord. L'intégrité, en fait, c'est très important dans ce métier. D'accord. Comment voyez-vous l'Autancorp et l'Autancorp Academy dans quelques années? Oh, peut-être je vais fermer tout ça. Hein. Ok. Non, en fait, j'ai envie d'être la référence francophone en termes d'agence de branding dans le monde. Ok, ça c'est mon ambition principale. Et pour l'Autancorp Academy, on a envie d'avoir les meilleurs alumni du monde. C'est-à-dire les anciens étudiants qui brillent le plus. C'est-à-dire, au fait, quand on les voit, on n'a plus besoin de ça ou de demander. On dit que non, bon, ça, c'est l'Autancorp Academy. D'accord. Avez-vous déjà eu une mésentente avec un client, comme un plagiat? Comment avez-vous réagi et qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Oh, bon, j'aurais rien fait différemment. Hein. Si j'ai un problème avec un client, c'est que c'est un sale con. Non, en réalité, on encadre beaucoup notre travail. On a un conseil juridique qui encadre notre travail parce qu'on a remarqué que l'absence d'encadrement juridique laissait beaucoup de liberté aux malhonnêtes. Parce que les clients ne sont pas tous des démons. Il y a des clients de rêve et il y a les autres. Mais on n'a pas toujours les clients de rêve. Donc, je crois que c'est au départ de la relation qu'on établit les bases. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans le livre. Guide pratique du freelance, comment est-ce qu'on discute avec un client, comment est-ce qu'on étudie ses attentes, comment est-ce qu'on sait ce qu'il a envie de faire et comment est-ce qu'on peut l'aider au mieux avec nos compétences. Donc, la communication évite beaucoup de problèmes. Mais les derniers clients qui ont voulu me bouffer mon argent me l'ont remboursé au tribunal. Ok. Maintenant, nous allons aller dans des questions un peu plus directes. Oui. Grande gueule ou pas? Oui. Pourquoi? J'ai compris qu'on est dans un environnement où le respect n'existe pas. Voilà, donc l'amour, on le cherche en famille, donc je préfère être craint. D'accord. Si je vous dis HTML ou CSS, ça renvoie à quoi? C'est le langage de programmation de base. Bon, c'est pas tellement des langages, hein, mais bon, il y a l'aspect syntaxique qui est représenté par le HTML, donc qui donne la structure à une page web, et le CSS qui donne la présentation. Si je vous dis Photoshop, InDesign, Illustrator. Logiciel de PAO, sachant que Photoshop, c'est pour le travail des images. Illustrator, c'est pour tout ce qui est vectoriel et tout ce qui est création. Donc, ça sert pour les logos. Ça peut aussi servir à faire des affiches. InDesign, quand on a des documents volumineux, c'est très pratique aussi. Si je vous dis créativité. Alors, la créativité, quelqu'un m'avait dit que la créativité, ça n'existe pas.
Bon, moi, j'ai simplement dit qu'on n'enseigne pas la créativité parce Mhm. que nous tous, on est avec cette capacité en nous, ancrée dans nos gènes. Il faut simplement trouver les moyens de la débrider Mhm. et de la canaliser. Voilà, mais on est tous créatifs. Et cette définition de branding, finalement, c'est laquelle? Ok, pour moi, parce Pour qu'il y a toi. tellement de définitions possibles. Mhm. Parce que le branding, pour moi, c'est un peu comme un état d'esprit, un peu comme le design. Chacun sa définition, chacun son approche, chacun sa philosophie. Donc, pour moi, le branding est le processus de création d'une marque ou l'ensemble des processus mis en place pour gérer une marque soutenue par le brand marketing. Ok. Ok. Donc, comment voyez-vous le métier de web designer dans quelques années? Ils seront capables de faire quoi? Ils devront faire quoi? Bon, le métier est en train de se commoditiser, je ne sais pas si on dit ça en français. Donc, c'est en train de devenir comme l'huile qu'on met dans la sauce, quoi. Il n'y a plus de valeur pour ça. C'est-à-dire, j'en ai besoin simplement, je l'utilise. Donc, D'accord. aujourd'hui, tout le monde fait ça. Il y a beaucoup d'offres. Ce qui fait que le designer qui ne saura pas appréhender les aspects stratégiques du métier et voit disparaître, être remplacé par une machine. Vous avez combien de livres? On peut avoir les titres et où est-ce qu'on les retrouve pour ceux qui veulent... Voilà, donc j'ai 3 livres, dont le premier paru en 2018, le processus de création d'un logo, dont je vous conseille de l'acheter maintenant parce que je vais bientôt le retirer, parce qu'il est qu'en version numérique pour l'instant, et je vais l'offrir gratuitement. Je vais offrir gratuitement la version physique à tous ceux qui vont me présenter le reçu de la version numérique, parce que c'est ce que je fais déjà pour les autres livres. Donc ça, c'est où j'enseigne un peu l'approche de Lotin Corp à la création de logos, donc avec la relation client, les étapes de développement créatif jusqu'au résultat final et à la mesure des résultats. Le deuxième, c'était le guide de l'indépendant, qui est devenu récemment le guide pratique du freelance, voilà, dont la version physique était prévue pour mi-mars. Bien, mais finalement, ce sera mi-mai. Avec le corona, on a du mal à faire venir les choses et tout, parce que je n'ai pas fait imprimer ici, parce que je voulais vraiment, vraiment la qualité. Mais il est aussi disponible en version numérique, notamment Kindle sur Amazon. Donc tapez simplement Henri Lotin avec un T, Amazon, et vous aurez accès à mon profil pour voir les différents livres qui sont déjà disponibles sur Amazon. Et enfin le dernier, qui s'intitule Les étapes de création d'un logo, les étapes de création d'un site web, pardon. Voilà, qui couvre vraiment le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui dans le métier de web designer, par où ça passe. Donc j'ai essayé de documenter ça en 9 étapes principal pour arriver à créer un site web de façon professionnelle. Donc, tapez simplement sur Amazon, vous aurez les livres, ou allez sur portfolio.lotincorp.biz et vous aurez accès à la bibliothèque et à la boutique. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, Henri Lotin. Merci Salma. Quant à vous, cher public, rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique pour découvrir un métier du web, du tissu Digital Profile. Merci à l'équipe d'Economa pour l'assistance technique. À ce micro, j'étais Salma Amador. Merci Henri Lotin. Bon retour à Douala. Merci beaucoup Salma, merci beaucoup à la team Econuma pour l'accueil et puis pour l'opportunité de